Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Bonjour à tous, bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. Vous le savez, chaque semaine on décrypte, on dissecte l'actualité tous ensemble dans la joie et la bonne humeur au menu du jour. Alors, c'est un acte barbare, inhumain qui a fait beaucoup réagir cette semaine. Un chien a été retrouvé mort, décapité en pleine nature. Selon les premiers témoignages, ce serait l'œuvre d'un groupe d'adolescents qui auraient torturé l'animal. L'association de protection animale APEBA a décidé de porter plainte. Et justement, sa représentante Cécile Squarzoni sera sur notre plateau pour le dossier de la semaine. Ce sera en deuxième partie d'émission. Et puis, c'est parti pour le Salon de l'Emploi 2023. Jusqu'à demain, les portes de la Nordef sont ouvertes pour vous guider vers une formation, vous faire découvrir des métiers. En plus de notre spécialiste emploi, Laurent Brou, nous aurons deux invités, l'une du groupe Bernard Ayotte et l'autre de la Chambre de commerce et d'industrie qui sont présents sur le salon. Ce sera ça en dernière partie d'émission. Et puis, il ne fait pas partie de la bande à Fifi, mais plutôt de la bande à Basile. Arthur nous fait sa critique ciné de la semaine. Cette fois, c'est un nouveau film de la bande à Fifi, donc 3 jours max, la suite de 30 jours max. Et sa chronique fera 3 minutes max. Que vaut cette comédie? Restez bien avec nous, le Talk épisode 11, c'est parti, larguez. Et allez, on est parti pour cette nouvelle émission avec une nouvelle venue dans la bande qui remplace Laurent Brou aujourd'hui. Émilie Châtelet, comment tu vas? Eh bien ça va, ouais. Cette fois-ci je ne fais pas ma minute, mais je suis sur le plateau. Donc, Là, on aura plusieurs longues minutes avec Émilie. Émilie Châtelet qui fait partie de Click à nous. Du coup, ça va, pas trop stressé? Bah, c'est ma première en plateau. D'habitude, j'utilise le fond vert en fait, qu'il y a derrière moi pour faire mes vidéos. Donc là, c'est un peu plus impressionnant. J'ai 4 caméras au lieu d'une. Tu nous diras quand tu fais ça parce qu'on fait payer en fait. Normalement, quand tu filmes, donc c'est pas gratuit. Bruna qui a eu une belle semaine. Ça a été tendu. Chargée en émotions, en effet. Ça va, tu reprends des couleurs un peu. Je redescends un petit peu, mais comme quoi, les réseaux sociaux. Bah, effectivement, mais après, c'est là où on voit qu'ici, en tout cas sur le plateau, il y a la liberté d'expression. Chacun peut penser ce qu'il veut et dire ce qu'il veut tant que c'est dans le cadre bien sûr et que ça ne blesse personne, mais quand on exprime un avis, en tout cas moi je suis le premier à te défendre et à dire que tu es l'une des meilleures chroniqueuses de l'émission, donc continue comme ça et ne te laisse pas avoir par ces gens qui se cachent derrière leur téléphone. Bon, c'est bon? C'est bon, on est bon. Mika? Ça va, impeccable. Après une grosse semaine sportive avec le Grand Raid, ben on est là, on est encore là, encore debout. Ça, c'est une belle édition en tout cas. Ouais, une très belle édition. Et puis bon, on en reparlera tout à l'heure avec l'image de la semaine. Avec l'image de la semaine. S'il avait couru, lui, oui. en mode c'est compliqué, mais on est encore debout malgré les efforts. Bien sûr, c'est compliqué de suivre. Oui, voilà. On dirait un Italien sur le terrain de foot, tu sais, qui est tombé pendant tout le match et puis après, on a beaucoup couru. L'équipe. Arthur, justement, alors ce 3 jours max. Qu'est-ce que ça vaut? J'espère qu'il restera 3 jours max au cinéma. Je vous en parlerai, mais bon, moi les films français déjà, voilà, et en plus, non, j'en parlerai tout à l'heure. Ouais, bon, en tout cas, le ton est donné, vous savez à peu près à quoi vous en tenir. C'était 3 secondes max. Ouais, c'était 3 secondes. Mais c'est bien comme ça, t'as vu? Rapide, efficace. Nickel. Pas de conneries. Pas un bafouillage. Pas de conneries. Bon, on va commencer avec l'image de la semaine. Justement, Mika t'en parlait. Un petit retour vite fait sur le Grand Raid, c'est ça? Ouais, l'image de la semaine avec, on a voulu mettre à l'honneur la dernière arrivée, c'est la Saint-Pierroise Evelyne Savignan. Donc elle est arrivée dimanche à 17h05 hors délai
Qu'importe, on va dire, puisque l'essentiel pour elle, c'était d'aller au bout d'aller au bout de l'effort, de finir sa course. Une course en 67 heures 25 minutes, donc plus de 2 jours dans les sentiers. Chapeau en tout cas, une belle course de sa part. Le dernier qui a été vraiment enregistré, c'est Christophe Tricoche, qui a officiellement le dernier à passer la ligne d'arrivée, pardon. Et puis pour conclure cette 31e édition du Grand Raid, ce qu'on va retenir, surtout la victoire d'Aurélien Dunant-Palaz, le Savoyard, et celle de l'américaine Cathy Schall sur la Diagonale des Fous. Il y a eu aussi les performances locales de Fabrice Payette, 6e au classement général. Les Paillettes, à chaque fois. Les Paillettes sont toujours là, on peut toujours compter sur eux. Et chez les dames, la belle 3e place d'Émilie Maroto. On retiendra aussi les victoires locales d'Angélique Lesport sur le Trail de Bourbon, ou encore les victoires d'Axel Henry et de Loïc Boyer sur la Mascarène. Donc voilà une très belle... Qui a fini 6e, Mika? 6e. Sur le Grand Raid, il n'y a pas quelqu'un qui a fini 6e? Oui. C'est qui? C'est Payette, je disais. Ah, pardon. Non, mais peut-être pas 6e du coup. Mais je pensais à l'invité qu'on avait reçu, qui a gagné 5 fois le Grand Raid. Ah, 6e chez les dames. 6e chez les dames. Marcel Puy, qui est allé aussi au bout de sa course. Donc elle avait dit... son âge, c'est beau en tout cas. Ouais, pour elle, l'expérience après plusieurs années sans avoir fait la diagonale. Donc elle démontre qu'elle est toujours là, elle a bien géré sa course et puis une belle performance. Et je pense qu'elle peut continuer. Elle peut continuer à servir. Alors, on verra l'année prochaine. Bon, nous, on va continuer l'émission. On va passer au rattrapage de l'actualité. Cette fois, je vous ai concocté un 100% Réunion. Et on va commencer avec la sécheresse, record de chaleur. Des restrictions d'eau, d'ailleurs, ont été mises en place pour préserver la ressource avant la saison des pluies. Et là, c'est le préfet qui appelle à la vigilance et donc à la limitation des usages non essentiels. Alors, il paraît que même dans l'Est, il y a des manques d'eau. Alors que d'habitude, c'est là où il pleut le plus. Mais là, apparemment, même là-bas, c'est critique. Est-ce que vous l'avez ressenti rapidement, la sécheresse? Ça fait chaud. Ouais. Ça fait 3 ou 4 jours. Ça fait chaud, là. Vraiment très chaud. Ouais, mais justement, il fait trop chaud pour moi. Allez, aux mains. C'est bête parce que j'ai une piscine à remplir dans l'Est, donc mais bon, c'est pas très grave. Ça, c'est bon. Tu le mets dehors dans 2 jours. Une piscine en sauvage, je précise. Oui, bien sûr. Deuxième actualité, ça c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs, la gratuité des transports qui arrive sur l'île. Une décision historique en Outre-mer. L'intercommunalité du Sud devient la première en Outre-mer à proposer de la gratuité des transports en commun sur son territoire. Une mesure qui devrait entrer en vigueur en août 2024 et qui coûtera environ 500 000 € par an à la Cassud, mais apparemment ils sont tellement en bonne santé financière que c'est pas très grave. Est-ce que ça va vous donner envie d'aller prendre le bus ou pas, Émilie? Pas forcément. Pour moi, la gratuité de transport en commun, c'est un peu difficile à mettre en place. À mon avis, c'est les habitants qui vont devoir payer ça à un moment donné. Donc, je ne sais pas trop. Après, est-ce que ça m'incitera à prendre le transport en commun? Pas forcément non plus, parce qu'il faudrait développer l'offre de transport. Et ça, ça reste à voir. C'est là qu'on voit la journaliste. Alors, point par point, elle t'explique comment ça ne va pas fonctionner. Bruna, est-ce que tu vas prendre le bus ou pas? Non, c'est ça. non, je ne le prendrai pas parce qu'il n'y en a pas suffisamment. J'ai l'impression qu'on est tellement bloqué ici par rapport au trafic routier que je pense que si j'ai pas ma voiture, j'arriverai toujours en retard et qu'il y aura toujours quelque chose. Déjà qu'avec ma voiture, j'ai toujours du mal à arriver à l'heure. Déjà au talk, c'est compliqué. Et je suis pas très loin et je me dis qu'avec les transports, non, ça serait. Le réseau n'est pas suffisamment développé à mon goût, malheureusement. Après, peut-être que ça va venir si du coup il y a plus de monde grâce à ça qui prend le bus mécaniquement. Ouais, une fois que c'est plein. Certaines routes, il faudrait refaire des travaux. Il y a tellement de choses à. Peut-être un train un jour, comme avant. Autre histoire. Alors je sais pas si vous avez vu ça, mais ça rejoindra un peu la maltraitance animale plus tard, mais une affaire de poulain disparu. Vous avez vu ça ou pas? Ouais, j'ai vu, il y a un gars qui a kidnappé un petit bébé cheval. Ils savent même pas. Pour l'instant, c'est la question. On ne sait pas si c'est. C'est un cheval, c'est un petit bébé cheval. En tout cas, on ne sait pas si c'est un vol en série, parce qu'en fait, il y a 2 poulains, 2 animaux qui ont été kidnappés, enlevés, en l'espace de 10 jours seulement. Donc là, pour l'instant, les propriétaires se posent la question, en fait, lancent même des appels à témoins, et ont alerté aussi les professionnels du secteur. Et donc, ils ont aussi déposé plainte à la gendarmerie. Donc, il y a une enquête qui est en cours. Donc, à voir. Après, qu'est-ce que tu... Ils sont prêts à retirer la plainte si les s'ils ramènent les... C'est 2 fois au même éleveur ou c'est 2 éleveurs différents qui ont été volés? Clique à nous, est-ce qu'on a l'info? Oula. Tu demandes la vérification? Non, je ne sais plus. J'avoue que je n'ai pas été voir si c'était le même propriétaire ou si c'est 2 différents. Il me semble, sans dire, je vais peut-être dire une bêtise, il me semble que c'est le même et que justement, c'est pour ça qu'ils se demandent si ce n'est pas un vol en série. Ok. On va vérifier, vous irez vérifier devant votre télé sur les réseaux sociaux. Vous allez sur Clique à nous surtout.
tout de suite On sur a traité l'application. l'info, mais voilà, je ne sais pas. C'est pas ça, voilà. Personne ne se rappelle de l'info. Bon, on va passer au sport, justement, d'autres infos dont on peut se rappeler avec toi, Mika. Ouais, c'est surtout deux grands rendez-vous ce week-end, deux grands rendez-vous sportifs. On va commencer avec le 16e rallye de Saint-Joseph. C'est la quatrième épreuve de la saison, quatrième et avant-dernière. 8 spéciales au rendez-vous, c'est à partir de samedi à 13h33 précise du côté de Saint-Joseph jusqu'à dimanche à midi. 8 spéciales donc, 5 le samedi, 3 le dimanche, 2 fois la crête, 2 fois les lianes, les terrasses, carrosse Bézave aussi 2 fois. Donc, et puis on finira par grand coup d'une spéciale baptisée Trophée Philippe Mètre, en hommage au grand pilote réunionnais disparu il y a quelques semaines. Donc 103 km de spécial. L'enjeu, c'est le titre de champion de la Réunion. Thierry Laolong, qui est quintuple champion en titre. Il est talonné par Damien Dorseuil qui n'a plus que 35 points de retard. Donc à la 3e place, on a Gianni Barré aussi qui est en embuscade et Stéphane Sam Kampfrev qui suit aussi. Donc ça promet une belle bataille du côté de Saint-Joseph. C'est ce week-end, samedi et dimanche à Saint-Jean, le 4e rallye de la saison. Est-ce qu'on a d'autres choses? Il y a tout. Oui, et puis il y a le foot avec le 6e tour de la Coupe de France de football, ou finale de groupe comme vous voulez. Donc 2 affiches au programme. Ça commence à Saint-Paul, au stade olympique Paul-Julius Bénard. La Saint-Pierroise sera opposée au Saint-Denis FC. Et dans le groupe 2, la Tamponnaise affrontera l'Excelsior. Ce sera à Volnay. Les 2 matchs sont à 16h30. Donc en jeu, les deux vainqueurs s'affronteront lors du 7e tour de la Coupe de France le 19 novembre. Et à partir de ce 7e tour, on aura l'équipe qui représentera la Réunion en Coupe de France du côté de la métropole en janvier. Donc voilà, on attend de savoir qui c'est. Tu mises sur qui, toi? Moi, je mise sur qui? Compliqué. Là, on a les 4 meilleures équipes de la saison. La Tamponnaise est tenante du titre. Le Saint-Denis FC a gagné il y a 2 ans. Un peu avant, la Saint-Pierroise avait été jusqu'en 16e de finale de l'épreuve, ce qui était historique. C'était contre Épinal. On se souvient tous, c'était au mois de février 2020. Donc, et puis, on connaît l'Excelsior qui a été aussi en 32e de finale contre Lille il y a quelques années. Donc voilà, c'est 4 belles équipes. Donc compliqué de faire un pronostic. Ouais. Bruna, pronostic, toi? Non, absolument aucun. Je n'ai pas suivi. Effectivement, j'ai très bien vu que tu n'avais pas suivi. Tu étais en train de te refaire. C'est pour ça que tu m'as. Mais non, mais j'étais dans mes notes Oui, parce bien que sûr, je pensais à quelque chose. On voit des textos pendant l'émission, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on a tout pour le sport? C'est tout pour le moment. Pas mal. Bon, on y reviendra peut-être dans l'émission. Merci Mika. En tout cas, on va passer au Ça passe Saka. C'est le premier d'Émilie Châtelet, donc ça va être une belle première pour elle. On va espérer que ça envoie un peu. C'est Arthur qui va s'y coller. On envoie le jingle et on y va. Allez Arturos, du coup on va parler de restauration et de fait maison avec toi. Alors, la France est le pays de la gastronomie. Est-ce que vous savez combien il y a de restaurants en France? 175 000. À combien près? Joli, joli, mais c'est net. Mais dans ces... C'est les notes qu'elle prenait juste avant. Mais dans ces restaurants, pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'on mange et est-ce que c'est fait maison ou pas. Donc, la ministre des PME, Olivia Grégoire, souhaite que d'ici 2025, tous les plats non faits maison soient signalés sur la carte. Alors, cette réforme a pour but d'un but de transparence aux clients. Il y a un but, il y en a même 2, d'une plus grande transparence pour les clients et aussi de redonner le moral aux restaurateurs qui, eux, font l'effort de faire du fait maison. Alors, en 2014, il a déjà existé un label fait maison, mais ce label, à l'époque, avait fait beaucoup débattre parce que pour avoir ce label, il faut préparer le plat sur place à partir de produits bruts. Sauf que tous les produits congelés, à part les frites, font partie de ces produits bruts, même les pâtes. Ça veut dire que si on a un restaurant de pâtes et que j'achète mes pâtes, je peux dire que c'est des pâtes fait maison. Si tu achètes juste des pâtes congelées, que tu les fais réchauffer, tu les vends, voilà. c'est du fait maison. Si je fais juste ma sauce chez moi, je peux faire des pâtes fait maison. Donc, à cause de ça, ce label n'a pas été beaucoup utilisé. C'est pas à cause du logo qui était moche, non? Aussi, je pense que là-dedans, ça joue un peu. Parce que même moi, quand j'ai vu le logo, je fais OK, ça me donne même pas envie de faire du fait à maison, j'ai envie d'acheter du congelé. Mais bon, non, je plaisante. Mais du coup, c'est de là cette volonté de relancer cette réforme du fait maison. Personnellement, moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce que quand je vais au restaurant, c'est pour manger des plats qui sortent de l'ordinaire. Et dans certaines grandes enseignes, style brasserie, que je ne citerai pas, mais ils sont 3 en général, il y a tellement de plats sur la carte qu'on ne sait même pas s'il y en a au moins certains qui sont frais ou pas à la provenance des ingrédients.
Et même pareil, combien de restos parlent de frites maison alors que tu te rends compte que c'est des frites mannequin, 4 € le kilo dans les supermarchés. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée de vouloir être avant le fait maison. Le fait maison et surtout le plus de transparence. Souvent, j'avais vu des reportages justement sur les cartes, ils allaient faire le tour des cartes des restaurants parisiens et ils disaient que quand tu as plus de, je sais pas, 10 plats, ça veut souvent dire que c'est pas fait maison et qu'il vaut mieux courir et aller chez soi. Pareil pour les magasins, les restaurants de poissons, s'il y a plus de 5-6 poissons frais à la carte, c'est que c'est pas frais. Et si vous regardez Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest fait que de le dire aussi. Alors moi j'ai appris ça grâce à lui. Mais justement, à vos tablettes s'il vous plaît, du coup est-ce que ça passe? Ça casse, ça passe pour Émilie Châtelet, ça casse pour Bruna, ça passe pour Mika et donc ça passe pour Arthur et moi je vais dire ça casse plutôt, allez vas-y. Du coup Mika, toi pourquoi ça casse? Ça passe. Ça passe, excuse-moi. Ça passe parce que c'est bien, moi je suis pour la transparence de toute façon. Quand tu vas au resto, tu cherches quoi? Tu cherches le cadre, la qualité du service et puis la qualité de ce que tu consommes. Donc voilà, donc si c'est affiché, tu sais ce qui t'attend et voilà, je suis pour. À condition que ça soit respecté, bien sûr. C'est ça, mais si déjà la loi, elle est pas, tu vois, comment tu peux contrôler qu'en fait ça va être vraiment fait maison? Si tu peux, en tout cas en l'état, tu vois, prendre du congelé, tu changes un peu le truc et tu dis que c'est fait maison. Mais moi, mais après je me dis qu'avec une loi qui est vraiment appliquée, ça devient une obligation pour le restaurateur. Je pense pas. Ouais, je pense qu'il y aura des contrôles, donc ils pourront pas vraiment outrepasser cette obligation. Donc. Pour moi, ça va inciter. C'est pour ça que ça passe en fait. C'est dans ce but-là. Tu dois inciter, Bruna, toi, tu penses? Moi, j'ai peur. Déjà, tu disais ça. J'ai peur du contrôle. Pour moi, une fois que ça passera, il faudra pas que ce soit le restaurateur qui le mette, mais que ce soit l'État qui, après avoir vérifié, qui donne ce label ou non. Comme je sais pas si vous savez, aux États-Unis. Aux États-Unis, alors c'est pas pour la qualité, c'est pour l'hygiène. Aux États-Unis, devant les restaurants, ils ont des lettres A, B, C, D, et c'est au niveau de la propreté, l'hygiène, c'est une note qu'a le restaurateur. Et donc du coup, le client peut rentrer et il sait à quoi s'en tenir. Il ne faudrait pas que ce soit le restaurateur qui puisse dire lui-même s'il fait maison ou pas, mais que l'État, donc puisse, parce que oui, mais c'est trop facile de dire. Ce label-là, c'est pour justement les restaurateurs qui font des plats du jour, où ils changent les recettes tous les jours, où justement, et en fonction de ce que leur marchand, ce que leur poissonnier leur propose. Comment on pourra contrôler vraiment que la partir sur le principe de bonne foi, parce que je pense que la plupart des petits restaurants sont de très bonne foi. Et par contre, à ce moment-là, oui, faire des contrôles où le contrôle il peut tomber n'importe quel moment, un midi, un soir, sans prévenir. Et par contre, si tu as fait croire que c'était du fait maison et pas du tout, là, tu as la grosse affiche, limite arnaqueur, limite comme une note ou une note. Il faudrait rajouter dans la loi gratuité si ce n'est pas fait maison. Donc voilà. Mais est-ce que là, dans cette nouvelle loi, justement, les contrôles sont expliqués? Est-ce qu'il y a des indications? Elle veut le mettre jusqu'à pour début 2025. C'est encore en projet. Il n'y a pas encore de loi spécifique. Même par exemple, on ne sait pas si ils vont se baser sur la même loi que de 2014 par rapport aux produits bruts. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait quand même faire évoluer cette notion-là de justement produits surgelés, En fait, il faudrait une définition claire du fait maison. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits surgelés, ils ne sont pas forcément mauvais. On sait que les légumes, par exemple, les légumes gardent plus au niveau des vitamines. Les légumes surgelés sont meilleurs pour la santé que les frais qu'ils font parce qu'ils perdent beaucoup plus en saveur. Mais moi, j'ai peur justement de cette mesure-là parce que je me dis, OK, ils vont noter que c'est fait maison. Est-ce qu'ils ne vont pas en profiter pour augmenter leurs tarifs du coup? Justement, je trouve que dans l'inflation qu'il y a certains restaurants, grandes enseignes, etc., on est toujours parti en famille, etc., où tu vois qu'en quelques années, c'est la même carte, sauf que ça a augmenté drastiquement. Oui, là, alors que justement, si tu sais que c'est fait maison, même si c'est plus cher, au moins tu te diras, OK, il fait l'effort de... C'est tellement cher, tu vois pas, en plus, ils vont se servir de cette truc pour dire, regardez, justifier un prix. Mais non, c'est déjà extrêmement cher, et là tu vas en fait justifier, voilà, j'ai fait maison, donc je vais mettre 10-20% de plus sur le tarif. Mais c'est déjà obligatoirement. Après, c'est à toi de choisir. Tu y vas ou tu y vas pas. Non, mais par contre, tu peux savoir, si dans un grand resto où tu sais que c'est un peu que du congelé et tout, des frites surgelées, si tu vois une entrecôte, c'est 26 € et que tu vois lui, il fait le même prix à 26 € avec le tarif fait maison, logiquement, c'est meilleur là-bas. Est-ce que pour vous, je sais pas, moi un restaurant, de temps en temps là j'apprends que, par exemple je savais pas, mais une pâtisserie, boulangerie, tu es obligé de faire le pain sur place, pâtisserie, tu peux acheter une pâtisserie et dire que tu es une pâtisserie. Mais pour moi, ça devrait même pas être autorisé pour moi, que tu sois restaurateur, pâtissier, machin. Du moment où tu vends un produit comestible, tu devrais le faire sur place, ou en tout cas grande partie sur place. Ce qui est possible de faire au maximum. Je suis parti moi, ça me semble fou en tout cas. Le genre de magasin où on achète en surgelé en gros. Ouais.
et il y avait la boîte de 50 petits fondants. Et tu te rends compte qu'en fait, les grandes enseignes, ils achètent ça et ils te foutent le fondant à 9,50 € avec un peu de chantilly, etc. Mais c'est pas écrit fait maison. Oui, mais non, mais bêtement, quand on me dit que j'achète un gâteau, je crois que ce gâteau-là est fait dans cette cuisine. Ouais, mais dans les grandes enseignes, on sait que c'est industriel quand même. Oui. Ça. Oui et non. Je suis peut-être naïf, hein, mais Ben, je suis naïf, pareil. Quand je vais dans une pâtisserie, pour moi, jusque-là, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais j'étais sûr que dans une pâtisserie, c'était le mec qui était derrière en train de faire je sais pas, la religieuse, tu vois. Et tu vois, après, le fait maison, c'est quoi? Ça veut dire que maintenant, il va avoir des tartes en dessert, imaginons. Donc, mais la pâte, elles l'auront achetée. Ils vont mettre la garniture dessus. Ils vont dire que c'est fait maison. Oui, voilà. Alors que la pâte, elle a pas. Cas. Ouais, mais donc maintenant, et comment contrôler? C'est ça le truc. Moi, c'est la bonne foi des gens. Je suis désolée, malheureusement, j'y crois pas vraiment. Bon, très bien. Allez, on va conclure ce Ça passe, ça casse. Dites-nous en commentaire sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut aller donc vers plus de contrôle déjà dans un premier temps sur le fait maison, et est-ce que ça pourrait vous intéresser, en tout cas à partir de 2025, que ce soit affiché et obligatoire du coup d'afficher quand c'est fait maison. Voilà, on va refermer cette première partie d'émission. Dans un instant, après la pub, on reçoit Cécile Squarzoni de l'association APEBA et on va revenir sur ce drame, ce tragique, je sais pas comment on appelle ça, animalicide. Donc ce chien décapité à La Réunion par des adolescents, un sujet très grave. On en parle dans un instant après la pub. À tout de suite. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la deuxième partie de l'émission, on va ouvrir ensemble un gros dossier, le dossier de la semaine. On en a parlé tout au long de la semaine dans les médias. C'est cette maltraitance animale, un chien qui a été torturé et mis à mort par des adolescents. En tout cas, c'est apparemment les premiers témoignages. Avec nos deux invités, Cécile Squarzoni, présidente de l'association APEBA, et Colline Schartz, chargée de projet. Et vous allez avec les jeunes justement pour sensibiliser à la cause animale. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Vous avez porté plainte du coup suite à cette histoire, on va en parler. On parle encore de maltraitance animale dans cette émission, mais j'ai l'impression que là, on a franchi un pas quand même dans l'horreur. Je ne sais pas si c'est que moi, si je suis un peu naïf. Vous avez partagé sur vos réseaux justement un appel à témoins suite à... je ne sais pas si c'est vous qui avez découvert ce chien, mais en tout cas, quand vous l'avez su, vous avez partagé un appel à témoins. Et donc, pour justement voir s'il y avait des gens qui avaient vu, entendu quelque chose. Est-ce que vous avez plus de précisions? Donc, apparemment, de ce qui ressort, c'est effectivement des adolescents. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ce soir, vous avez plus de précisions sur le sujet? Alors, on a eu quelques témoignages du quartier qui nous ont expliqué que oui, dans la nuit de vendredi à samedi, le chien a été entendu pendant de longues minutes et c'est vrai que c'était donc les adolescents, en tout cas une bande d'adolescents du quartier qui a mis à mort ce chien, qui ne posait aucun problème, c'est ce qu'on rappelle, un chien qui était soumis, qui traînait dans le quartier et qui avait plutôt faim et qui a été piégé et mis à mort. Est-ce qu'on est... Voilà, je disais, on a franchi un cap. Est-ce que vraiment on a franchi un cap pour vous? Est-ce que là, on est vraiment dans le maximum de l'horreur qu'on peut faire sur un animal? Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que ça arrive régulièrement? En tout cas, est-ce que ça arrive de temps en temps, de ce que vous observez? Ce qu'on sait, c'est que c'est quand même des pratiques qui sont régulièrement répétées le week-end dans des quartiers spécifiques. Donc on a la Chaumière, et, par exemple Montgaillard à Saint-Denis. On a aussi des quartiers à Saint-André, à Saint-Benoît. Et donc voilà, il y a des rondes de police, on découvre des cadavres, on découvre des crânes. Il y a une préméditation, on s'est piégé des chiens pour après les torturer et les mettre à mort. Donc il y a une vraie déviation de comportement et c'est inquiétant. Nous, on trouve que c'est très inquiétant. On vient de rencontrer la mairie de Saint-Denis là-dessus parce que c'est des mineurs et c'est ça qui est inquiétant. Justement, ce que j'allais dire, c'est à quel moment, comment on peut expliquer, comment vous pouvez expliquer, peut-être Colline, puisque vous travaillez peut-être avec des enfants, comment vous expliquez que des adolescents se réunissent en groupe pour torturer et mettre à mort un animal? C'est quoi là? On est sur un cas... Est-ce que c'est du social? Comment on peut expliquer ça? Je pense qu'il y a plein de choses qui sont mêlées. Après, tout part d'un gros manquement dans l'éducation, en fait, à la base. Clairement, c'est les enfants qu'il faut essayer de toucher parce que les enfants sont les adultes de demain. Après, voilà, le fait que les ados, quand ils étaient jeunes, n'ont pas été assez éduqués à la bienveillance animale. Il y a aussi l'effet de groupe. Quand on est ado, quand on est ensemble, forcément, on a envie de faire des conneries. Il y a des dérives, quoi. Il y a faire des bêtises, mais
Si on revient même par exemple à l'histoire des galets là, il y a quelques semaines, c'est pareil en fait, c'est que comment ça se fait que des adolescents soient sur un pont à ce moment-là pour jeter des galets sur des voitures, comment là, un vendredi soir, c'est ça, on doit être très tard en plus dans la nature, que font les parents? Enfin, est-ce que là aussi, vous l'avez dit un peu, il y a un manquement clairement là-dessus, mais est-ce que là, qui c'est qui peut être inquiété sur cette histoire? Est-ce que c'est les enfants? Après, en fonction de leur âge, peut-être que pas complètement. Les parents, est-ce qu'ils peuvent être inquiétés sur un sujet comme ça? Tout à fait, on en discutait avec la police nationale, hein, et avec lesquels on est très souvent en contact, et avec la mairie. Les mineurs en dessous de 15 ans ne peuvent pas être, on va dire, détenus dans des centres d'éducation. En dessous de 15 ans, c'est pas possible. À La Réunion, avant, il y avait un centre qui hébergeait ces jeunes mineurs. Maintenant, je crois qu'il n'y en a plus. Et après, c'est les parents, les tuteurs, ou parce que ces enfants n'ont pas toujours les parents présents autour d'eux. Mais c'est sûr que le majeur qui a en charge ce mineur doit être responsable de ses actes. Et comment ça se fait que des enfants de cet âge-là soient dehors à 22h, 23h, minuit, et sans contrôle? Et je sais pas, est-ce que c'est l'effet de séries, de films? Je sais pas, par exemple, on a vu des trucs sur les tueurs en série. Dans ce type de reportages, de documentaires, de séries, on nous dit que voilà, souvent les tueurs en série, je vais faire attention à ce que je veux dire, justement, s'amusaient, en tout cas prenaient déjà du plaisir à tuer des animaux. Est-ce qu'on est sur une forme de psychopathie à ce moment-là, quand des adolescents, parce qu'un chien, c'est pas comme une grenouille on peut jeter un caillou ou quoi. Là, ça fait du bruit, ça crie, c'est terrible à entendre, c'est un cri aigu. Pour ne pas avoir d'émotion à ce moment-là et s'arrêter et se rendre compte, même si on a un effet de bande, qu'on est en train de faire un truc horrible, est-ce que là, il y a quand même un côté un peu psychopathe à ce moment-là, de plus d'émotion du tout, quoi? Complètement. Complètement. C'est des rites, on pense même qu'il y a des rites initiatiques et que c'est pour justement bloquer des émotions chez les jeunes pour après pouvoir un passage à l'acte. Quand vous pouvez tuer un animal et le faire souffrir pendant des heures, vous pouvez mettre un couteau sous la gorge d'une mamie. Hein. Et je pense que c'est inquiétant pour, par exemple, je sais pas, on parle de harcèlement scolaire. Est-ce que si ces marmailles sont à l'école qui a une tête de turc, est-ce qu'on peut s'inquiéter que, alors peut-être pas jusqu'à la mort, mais en tout cas qu'il y ait des sévices ou des trucs comme ça? Le passage à l'acte sur la violence est rapide. Hein. Le dernier, en tout cas le jeune mineur de 15 ans qui avait été jugé pour torture sur animal parce qu'il y avait un flagrant délit, le couteau dans l'animal, dans le chien à Saint-André. 6 mois après, il a violence sur personne avec un sabre. Donc oui, la dérive est rapide et la bascule est rapide. Et qu'est-ce que ces enfants ont connu dans leur enfance? Où sont les parents? Quel cadre ils ont eu? Pourquoi l'animal est un jeu comme ça macabre? Ça pose beaucoup de questions sur l'encadrement et l'accompagnement social. Hein. Ces enfants restent des enfants, mais qui passent sur des actes qui sont pas normaux pour des enfants, c'est clair. Juste avant de revenir vers vous, Arthur, Mika, qu'est-ce que vous ressentez, vous avez ressenti en voyant ce fait divers? Est-ce que vous avez déjà vu le même type de comportement, en tout cas des enfants blesser des animaux, comme des chiens? Moi, étant gosse, et je connais plein de gens qui ont fait ça, c'est de jouer par exemple avec des crapauds, mettre des pétards, enfin, entre guillemets, de voir un peu l'expérience de la mort. Et même, c'est du jeu, ça reste du jeu, c'est inconscient. Il n'y a pas ce côté de faire du mal. Et ça aurait jamais parti plus loin qu'un crapaud. Enfin, du coup, c'est grave. Il n'y a pas d'autre mot, mais dire que mes petits jeux d'enfants, ils les font plus de jeu du tout, c'est très grave. Et ouais, comme on dit, jusqu'à où ça peut aller, jusqu'à quand on peut faire ça à un chien pendant des heures, qu'est-ce qu'on peut faire après? Ouais, c'est clair, ça fait peur. Ça fait peur quand on voit des jeunes mineurs agir comme ça. On se dit, ça peut arriver. Moi-même, j'étais plus jeune, de lancer un caillou sur un chien. On lance un caillou avec l'espoir de le rater quelque part, mais on veut faire comme les autres. Mais de là à avoir ce sang-froid, on va dire, de couper, découper, c'est chaud quand même. Et on craint le pire pour ces jeunes qui vont devenir plus grands après. On craint le pire pour la suite, c'est clair. Dernière question pour fermer ensemble ce dossier. Justement, c'est quoi les solutions? Vous travaillez, Colline, par exemple, avec les enfants. C'est quoi les solutions qu'on peut apporter? On l'a dit, sensibiliser, discuter avec les familles, mais est-ce qu'il y a des choses plus concrètes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser encore plus sur le bien-être animal, sur la vie animale? Ouais, déjà, ce qui est important, en plus de l'éducation, c'est de sensibiliser la population de façon générale à dénoncer ces actes de cruauté. C'est hyper important parce que là, par exemple, dans le quartier, on sait que le chien a hurlé pendant 1 heure. Personne n'a appelé la BAC, personne ne nous a appelés. On aurait pu intervenir et peut-être sauver ce chien. On est déjà d'alerter, en tout cas, quand on entend... De ne pas fermer les yeux. Ça, c'est important. Hein. Après, il y a aussi on va dire, agir auprès de la police pour pouvoir ça, ils vont nous prendre nos CIE aussi. Oui, parce que le quartier de la Chaumière est connu. Donc, non, mais justement, imaginons que ce serait dans notre quartier. Moi, demain, je vais à Salazie. Est-ce que si j'appelle les gendarmes de Salazie parce que j'entends un chien crier depuis 1 heure,
les connaissants ils vont me dire j'ai d'autres choses à faire. Oui, après il y a cri et cri. Il y a un chien qui hurle parce qu'il est tout seul et un chien qui se fait découper. Non, je suis d'accord, Le cri de douleur est mais horrible. même d'appeler la gendarmerie, enfin en tout cas, Oui. je prends l'exemple de Salazie où il n'y a qu'une brigade de gendarmerie Poteau-le-Cirque. Si je les appelle, je dis il y a un chien qui est en train de souffrir, on dirait, enfin il souffre, je suis pas sûr qu'ils viennent. C'est exactement la même chose qu'on a à Saint-Denis. Donc 2 patrouilles, et s'ils sont sur un accident de la route, des meurtres ou des crimes sur personne, évidemment c'est prioritaire. Mais honnêtement, s'ils ont la capacité de venir, quand on les appelle, ils viennent. Ça a beaucoup changé depuis 2 ans, parce qu'on travaille en étroite relation avec eux, mais ils font avec les effectifs qu'ils peuvent. Vous imaginez, pour Saint-Denis, il n'y a que 2 patrouilles pour la nuit. En tout cas, Après, merci. Colline propose beaucoup d'actions, d'animations, et l'idée c'est que ça soit démultiplié et que toutes les familles soient touchées par ça en fait. En tout cas, merci beaucoup Cécile Scorzoni et Colline Charles de l'association APEBA d'être passés sur nos plateaux. C'est vraiment un gros dossier de la semaine. On voulait quand même le traiter dans cette émission. C'est que c'est pas forcément le plus joyeux, mais c'est quand même important voilà, de reparler de bien-être animal. Et puis là, on a encore, je pense encore une fois, passé un cap, en tout cas pour des adolescents, des marmailles. Donc voilà, sensibilisez, parlez-en, ne fermez pas les yeux, ne fermez pas les oreilles, en tout cas quand vous entendez des animaux être maltraités. On va enchaîner la suite de l'émission. Merci à vous deux. Vous allez partir là pendant le prochain jingle. On va passer maintenant à la chronique ciné de la semaine. Là, on va retrouver un peu le sourire tous ensemble, quoique, parce que peut-être que le film n'est pas si bon que ça. On va voir ça dans un instant. On envoie le jingle d'Arthur. C'est Arthur fait son cinéma. Largué. Et du coup, tu as de la chance parce que pour ta chronique, du coup, Émilie est de retour avec nous sur le plateau. Du coup, 3 jours max, qu'est-ce que ça vaut, Arthur? Bon, en ce moment, t'as vu, je suis un peu abonné aux films français. Et je me suis dit, allez, je lui laisse une chance parce que j'ai eu de bonnes surprises, Acide, Le règne animal et tout. Je dis, bon, la bonne Fifi, ils arrivent à faire des chiffres. Allez, on y va. Et ben, je suis parti voir 3 jours max. Je vous laisse regarder un extrait et on en parle après. Ce que j'ai, ce sont des compétences particulières qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous touchez aux gens que j'aime, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. No hablo francés. Ah, el patron, pásame al patron. Ma grand-mère qui vient de se faire kidnapper par un cartel hyper dangereux. Ils m'ont demandé de récupérer 2 émeraudes magiques. J'ai moins de 3 jours pour y arriver, sinon ils la tueront. Ok, Tom Cruise. Alors, c'est la suite, bien sûr, de 30 jours au max. Et dans le film, on va resuivre Ryan, un policier maladroit, qui cette fois doit aller sauver sa grand-mère, kidnappée par un cartel mexicain. Et il a 3 jours au max pour retrouver 2 diamants magiques. Déjà, c'est le synopsis de base du film. Je sais même pas si j'ai besoin de continuer ma chronique ou pas, tu vois. Bon. En vrai, pourquoi pas? En fait, de vrai, quand on va voir ce film-là, il ne faut pas s'attendre à voir un film d'action ni un film sérieux. Déjà que La Bande à Fifi n'est pas connue pour avoir l'humour le plus subtil de France. Là, ils ont essayé de parodier plusieurs grands films d'action, comme on a vu dans la bande-annonce Tekken, Mission Impossible, Indiana Jones. Mais là où OSS 117, avec Jean Dujardin, avait quand même une réalisation, des blagues travaillées, là, ils ont mis les pieds dans le plat et... En fait, Arthur, même quand c'est subtil, non, le cinéma c'est pas d'auteur. subtil, mais là il y a vraiment cette volonté, limite un peu comme dans les vidéos YouTube, de ridiculiser des grandes scènes de cinéma. Genre par exemple, ils font la parodie de Tom Cruise qui monte la tour, sauf que là, Tariq Boudali, lui, il a plus de batterie dans ses gants magnétiques et du coup il descend. Tu vois comme les petits bonhommes qu'on avait, on jetait au mur comme ça. Ou même une scène de Course-poursuite où ça commence en trombe, ils rentrent dans la voiture, ils accélèrent mais ils ressortent de la place de parking et tout comme ça. Donc... Non, mais attends, Arthur, est-ce qu'il y a déjà eu un des films de La Bonne à Fifi qui t'a vraiment fait rire, qui t'a plu? Et donc voilà, c'est un film où il faut y aller en déconnectant son cerveau parce que ces parodies s'enchaînent, mais justement, c'est ça le problème. À un moment, il parodie tellement de films qu'il n'a pas d'identité à lui. Et j'ai pris plus de plaisir à chercher toutes les références, à voir ce qu'il voulait faire, qu'à un moment, je ne regarde même plus le film, il faut le dire. Donc voilà, si vous êtes entre potes et que vous aimez rire, allez voir le film. Foncez pas le voir au cinéma, prenez votre temps. Arthur, il n'y a pas de potes, il Mais... aime pas. Moi, je passe voir au cinéma, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais limite, attendez qu'il sorte en streaming, légalement, et allez le voir. Mais... pour ceux qui veulent se faire une frayeur pour Halloween, il y a aussi Saw 10 qui est en salle.
Et je vous encourage un peu plus à aller le voir. Moi, j'aime pas trop les films d'horreur, mais je serais parti le voir quand même. Si je le savais. Ah, je pensais pas qu'on en était au saut 10, tu vois. Ah bah, on les compte plus. On a eu le saucisse, faut bien qu'on arrive au 10. Juste un mot sur le film d'Arthur. Est-ce que la bande à Fifi, ça vous fait rire? Vous aimez bien leur film ou pas, Émilie, Bruno? Moi, plus l'humour est grossier à mort, plus j'aime en fait. Je trouve que comparé à Sentinelle avec Jonathan Cohen, où là justement, lui il en rajoute des caisses. Eux ils en rajoutent pas des caisses, mais ils prennent des situations vraiment c'est la parodie. un peu. Oui, mais justement, ça a un peu ce côté format vidéo YouTube. Où on fait montrer une belle scène de cinéma et on essaye de la reproduire en faisant drôle. Il n'y a pas le côté où justement dans Sentinelle où l'humour est gros justement pour créer un personnage, pour créer un contexte, etc. Là c'est vraiment, venez on va s'amuser à faire pareil mais en drôle. Bon, t'adhères pas à l'humour. Bruna, toi, Babysitting, tout ça, t'avais vu ou pas? Combien coûte une place de cinéma? Réponds pas à ma question. Si, je vais te répondre. Combien coûte une Le place de cinéma? matin 6 €, l'après-midi 9 €. Bon, comme on travaille normalement plus de 9 €, c'est pas 9,80. Moi j'y vais à 10 h le matin. Chacun c'est. Il va à la séance des petits. Donc pour te répondre, non, je trouve que si tu y vas en famille, c'est quand même un sacré tarif. Et maintenant, le cinéma, comme on sait que dans 3-4 mois, il sera sur Canal dans très peu de temps, ou sur d'autres chaînes, non, je préfère... un an, normalement. Non, c'est 6 mois. Non, c'est 6 mois maintenant. C'est 6 mois maintenant. Et donc, c'est vrai que quand tu es en famille et que tu y vas à 3, c'est un certain budget. Puis si tu prends un petit peu quoi. Est-ce que vous faites ça maintenant? Vous attendez, enfin, si vous avez un doute comme ça, vous attendez la sortie 3 mois plus tard, 4 mois plus tard? Quand tu sais que tu payes à minima 30 € à peu près pour aller voir un film, quand tu es en famille, il y a tout. Voilà, quand il y a tout ce qui. Oui, généralement, quand tu es une famille, tu vas pas forcément voir seul les films. Non, mais je veux dire, c'est une famille de 3, même pas une famille de cash. Voilà. C'est dans ce sens-là. Ouais, cool. Mais c'est vrai que tu fais peut-être attention à ton budget et tu attends qu'il y ait des gros blockbusters, mais tu attends qu'il y ait des gros films qui sortent. Un film comme ça, français, assez bas de gamme, entre guillemets. Non, je mettrais pas. C'est pas forcément bas de gamme, parce que franchement, c'est. Bas de gamme dans l'humour, enfin, c'est pas quelque chose de travaillé, c'est pas du cinéma. Voilà. Par contre, il faut rendre à César ce qui est à César, à Fifi ce qui est à Fifi. Niveau image, niveau. Très belle qualité. Même j'ai vu des interviews où dedans, à un moment, il y a un hélicoptère, un gros hélicoptère de l'armée. Ils ont vraiment fait venir des hélicoptères de l'armée et tout. Ils ont vraiment mis les moyens. C'est pour ça que le film, on rentre dedans, on voit toutes les références. Mais comme tu dis, globalement dans le film. En famille devant la télé un dimanche, c'est extraordinaire. Ouais, payer pour ça, ça peut être vite chiant. C'est bon, après le boulot, ça détend. Ben voilà, moi, j'aime bien. On est branché cerveau un petit peu. Bah ouais, au lieu de regarder des films de psychopathes. Il n'est pas souvent branché le mien, donc ça va. Bon, allez, on enchaîne les amis. Merci Arthur du coup pour cette critique ciné. Donc faites-vous un avis, allez au ciné ou attendez quelques mois du coup pour le voir. Sur les plateformes, on va passer à un autre sujet beaucoup moins marrant, mais comme on approche d'Halloween, ça peut parler. On va aller voir la maison hantée, la maison de l'horreur. Émilie, toi tu as travaillé en fait sur les logements insalubres à La Réunion et tu as fait un très beau reportage là, qui est passé sur Kikanou. Alors les logements insalubres, c'est presque un marronnier, chaque année on en parle, ça revient. D'habitude, on a la minute d'Émilie, mais du coup, là, on l'a en direct, en chair et en os. On va voir dans un instant un extrait de ce reportage, Émilie, mais est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, comment ça s'est passé, comment tu as rencontré Chani, qu'on va suivre dans le reportage? Est-ce que c'est elle qui l'a contacté? Est-ce que c'est toi qui allais vers elle? Comment ça s'est fait? Alors, en fait, Chani, elle nous a alerté, nous, Clique à nous, sur l'état de son logement. Et du coup, elle m'a envoyé des photos et je suis allée la voir à son domicile. Donc, elle habite dans l'est du centre-ville de Saint-Denis, dans un appartement T2. Je vous laisse voir les images. Très bien. On regarde. Chez moi, quand on ouvre la porte, c'est l'odeur de la moisissure qu'on a. Par exemple, là, il y a une fuite d'eau, donc par terre, il y a de l'eau forcément, qui abîme également les carreaux. Dimanche, j'étais avec mon petit frère et il a failli se casser la tête ici. Quand on est rentré, il est tombé devant la porte et voilà. On ne savait pas que du coup il y avait de l'eau qui coulait. Donc on peut voir déjà en haut toutes les traces de moisissure qu'il y a. Je pense que c'est ça qui est le plus choquant quand on regarde la peinture qui sort et quand on voit le mur à travers, on voit vraiment que y a vraiment un problème. Arthur, à chaque fois, tu vois, chaque année on en parle, chaque année on revoit des images, mais c'est à chaque fois choquant. Enfin, comment on peut vivre? Est-ce que vous verriez vivre, vous, autour de la table, là, même une journée, une semaine, dans un logement comme ça, où tu as l'humidité, les fissures, tout ça? C'est à dire, tu peux pas dire ce que vous voyez, personne se voit, mais chacun fait avec les moyens du bord, malheureusement. Il y a tellement peu de logements à La Réunion, et ça coûte tellement cher, les logements à peu près bien, que malheureusement, tu fais vraiment comme tu peux de nos jours. Je dis pas que c'est la faute de la locataire. Hein. Non, juste tu dis, est-ce que vous verriez? Oui, dans le sens où c'est tellement... non.
Parce que c'est pas... Non, mais comme elle dit, tu peux pas changer du jour au lendemain. Parce que si cette personne avait le choix, elle dit pas je reste là-dedans par plaisir, tu vois. Ah non, mais c'est pas ce que je dis. Non, mais tu dis... C'est juste qu'à vivre, ça doit être tellement un cauchemar. Et tu dois avoir peur, comme elle dit, en plus pour son petit frère voilà, qui s'est blessé. Quand tu es allé, toi, sur place, Émilie, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, en tant que journaliste? Chavny était complètement désespéré, on va pas se mentir. Depuis le mois d'août, alors moi, je suis allée la voir, pour vous donner quand même une idée, fin septembre. Depuis le mois d'août, elle a constaté des premières traces de moisissures sur les murs de son salon, dans une partie bien précise. Regarde, c'est dégueulasse. Et elle était complètement désespérée car à cause de cette moisissure, son appartement sent très fort. Elle est obligée tout le temps de laisser une fenêtre ouverte, même quand elle n'est pas là. Elle ne peut plus inviter de personnes chez elle et elle a dû retourner vivre chez ses parents. Alors c'est son premier appartement quand même, c'est quelque chose d'assez symbolique, donc bon, on peut imaginer que psychologiquement c'est quelque chose de difficile. Et ce qui est encore plus difficile pour Chavny, c'est que dès qu'elle a constaté ses premières traces de moisissure, elle a essayé de contacter son bailleur pour établir un constat. Chose, je précise, qui a été demandée par son assurance. Et du coup, ça s'est fait ou pas? Et elle n'a eu, quand je l'ai rencontrée, donc en 4 mois, elle n'avait eu aucune nouvelle de son bailleur. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de contacter son bailleur, qui est Adomia Résidence. Adomia Résidence, c'est qui? C'est le bailleur privé, donc c'est celui qui gère les parcs privés de la SIDR. Si vous ne connaissez pas la SIDR, c'est le premier bailleur social de La Réunion. Voilà. Et c'est chez eux qu'il y a toujours des soucis. C'est déjà une malfaçon du bâtiment ou c'est qu'un voisin a eu un dégât des eaux qui ne répare pas? Alors, très bonne question. Donc moi, quand je suis allée la voir, Chavny, elle soupçonnait que c'était une fuite des chauffe-eau solaires dans les parties communes, puisqu'en fait, il y a déjà des fuites dans les parties communes. J'ai pu filmer. Les parties communes, c'est la même chose. Il y a de la moisissure partout. Entre voisins, ils se sont parlé aussi. Ils ont tous les mêmes dégâts au même endroit. Donc voilà, ils soupçonnaient les chauffe-eau solaires. Quand j'ai appelé la SIDR pour en savoir plus, ils m'ont confirmé que c'était aussi les chauffe-eau solaires. Donc voilà, donc c'est pas une malfaçon. En plus, ils le savaient. Non, on répare pas, mais c'est normal, mais bon, c'est pas bien. On prend les loyers. Il n'y a pas besoin de J'ai grandi dans un immeuble de la SIDR où mon père habite toujours. Et je peux vous dire que déjà, à la base, c'est mal fait. C'est mal fait. Il suffit qu'il pleuve pour qu'il y ait des filtrations de partout. Des infiltrations de partout. On a beau solliciter le bailleur pour essayer de réparer. Avant, à l'époque, il y avait quand même des concierges qui venaient, qui faisaient le travail. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Donc, ce que fait le locataire, il fait quoi? Il le fait par lui-même. Donc, moi, je me souviens, mon père, il a toujours colmaté les fissures pendant des années. Aujourd'hui, il a plus de 70 balais. Et il n'arrive plus à faire. Il n'arrive plus à faire. Donc, et c'est ça qui est grave aujourd'hui, c'est que on laisse un peu à l'abandon justement les locataires. Ce que tu dis, c'est juste, même sur la construction des bâtiments, moi j'avais travaillé sur le sujet il y a 1 an, j'avais appelé un architecte et il me disait qu'effectivement pour faire des bâtiments, parce que la SIDR, là on est sur le parc privé, mais la SIDR c'est du logement social, donc tu vois, faut pas que ça coûte non plus trop cher, donc déjà dans les matériaux utilisés, on n'est pas bon, mais surtout ils prennent pas en considération les aléas climatiques de la Réunion. Tu vois, la chaleur, l'humidité, tout ça. Donc c'est vrai que les matériaux même qui sont utilisés pour ce type de bâtiment, ils sont déjà pas adéquats et du coup, ça fait des bâtiments, tu vois, au bout d'1 an, 2 ans, parce qu'en plus des fois, il y a des parcs tout neufs, même dans le privé là, et du coup, 2 ans après, tu as déjà de l'humidité, des fissures. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi dans le cas de Chavny, c'est qu'elle est donc du coup dans un parc privé et elle m'a confié que elle, pour son premier appartement, elle s'est dirigée vers un bailleur privé. Pourquoi? Parce que ça l'inspirait confiance. On lui demande de gagner 3 fois le montant du loyer, un CDI. Voilà, elle pensait qu'en cas de problème, les choses iraient plus vite. Et on voit que c'est pas le cas. Et pour juste en revenir à ton papa, c'est vrai que suite à ce reportage, on a eu énormément de réactions, des gens qui sont venus voir Click à nous, même me voir personnellement en commentaire pour dénoncer aussi leur situation et la situation qu'ils vivent chez Adomia Résidence. Vraiment, donc elle n'est pas, c'est pas un cas. Une compensation sur le salaire en cas de gros dégâts comme elle, sur le salaire, sur le loyer, de dire. Je pense que tu peux te retourner contre le propriétaire, contre le bailleur. Enfin, est-ce que tu peux faire quelque chose en tant que locataire à ce moment-là? De dire, ok, je paye ce reste, mais la moitié ou voire pas du tout mon loyer, vu que les conditions, je ne peux pas y rester, quoi. C'est l'assureur qui doit prendre en charge. Émilie, du coup? Alors, justement, je suis allée voir, pour répondre à cette question, je suis allée voir un avocat spécialisé en droit immobilier, donc c'est maître Rohan Rajabali, qui m'a expliqué les recours possibles.
Donc je vais essayer de faire vite. Mais en gros, si tu constates un problème dans ton logement, donc la première étape évidemment c'est de faire une déclaration de sinistre auprès de ton assurance et vérifier surtout si dans ton contrat d'assurance tu as une protection juridique. Parce que cette protection juridique elle va pouvoir te permettre de prendre en charge les frais d'avocat, de procédure et d'expertise si nécessaire. Pourquoi c'est important? Parce que grâce à cette procédure judiciaire, le juge justement va pouvoir demander de constater les dégâts dans le logement et ainsi te dispenser du paiement de ton loyer. En combien de temps? Ah bah le temps de la procédure, ça c'est toujours long, mais vraiment dans des cas extrêmes c'est intéressant. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis par rapport à ton assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à La Réunion, un Réunionnais sur 3 n'a pas d'assurance habitation. Parce que c'est trop cher, parce que c'est ceci, parce que malheureusement... Ben oui, quand à l'année, c'est pas 10 balles à l'année. Par mois. Oui, mais 10 balles par mois. Alors, ils n'ont pas d'assurance habitation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de bailleur, et ben à partir du moment où la personne elle n'est pas contente, elle peut partir, il y aura quelqu'un d'autre qui le prendra, ce logement. Parce qu'il y a tellement peu de logements à La Réunion que même le logement salubre, les gens vont le prendre parce qu'ils sont obligés, malheureusement. C'est pas obligatoire. L'assurance est obligatoire. C'est obligatoire, mais 1 sur 3 n'en a pas. Non, la Chani, elle est en règle. Elle a une assurance habitation. Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Tout est... Tu signes ton bail, tu dois avoir une assurance. Normalement, le bailleur est censé contrôler d'ailleurs si tu as une assurance. C'est une cause d'expulsion de ne pas avoir d'assurance. Et juste un chiffre aussi, pour compléter ce que dit Bruna, c'est que quand même à La Réunion, 20 000 personnes sont touchées par le logement insalubre. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous êtes touchés, voilà, il y a un super guide mais qui m'a été recommandé par l'avocat dont je parlais tout à l'heure. C'est le guide de repérage de l'habitat dégradé, fait par l'ARS et la préfecture de La Réunion. C'est super, il y a tous les conseils juridiques à l'intérieur pour savoir comment réagir. Bon, merci beaucoup en tout cas, Amélie. On va passer à la suite de l'émission. On va envoyer une petite page de publicité. Dans un instant, on va parler du salon de l'emploi de la formation 2023 qui a ouvert ses portes depuis ce matin. Et on a notre Lolo Pays qui va arriver sur le plateau. On est assez impatients, donc on envoie la pub tout de suite. À tout de suite. Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la troisième partie de l'émission. On va faire une grosse partie maintenant consacrée au Salon de l'Emploi qui a démarré ce matin. On va en parler avec notre Lolo Pays qui vient d'arriver sur le plateau. Comment ça va? Ça va bien, bonjour à tous, bienvenue. Ça s'est bien passé cette inauguration ce matin? Très très bien, une belle entrée, beaucoup de monde. Je pense un salon qui s'annonce sous les meilleurs augures. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un peu de monde d'ailleurs. Pour Laurent, il faut savoir que c'est un peu sa Coupe du Monde. Là, il se prépare pendant un an, il se prépare pour ce jour J. Enfin, c'est 2 jours même de formation. Ouais. J'ai plusieurs salons sur l'emploi, mais c'est vrai que celui-ci est beau. Et après, il y a le forum du tampon, de l'alternance, et puis enfin l'orientation. Effectivement. Mais on va en parler tous ensemble avec nos deux invités. Bruna, tu es toujours avec nous. Alors, nos invités, Christine Martin de GBH et Fadil Beki du groupe de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie. On va parler tous les deux de ce salon d'emploi. D'abord, j'avais une première question. Alors, GBH, c'est le master partenaire. Alors là, c'est golden. Le master partenaire de ce salon. Pour tous les deux, qu'est-ce que ça représente, le salon de la formation? Est-ce que c'est attendu chaque année? C'est un événement vraiment? Oui, bien sûr, le Salon de l'Emploi, GBH est partenaire depuis maintenant 5 ans. C'est la 6e édition aujourd'hui. Et du coup, on attend vraiment de rencontrer les jeunes et moins jeunes, en fait, qui attendent aussi de nous qu'on leur propose des emplois. Effectivement, parce qu'il y a des formations pour des jeunes qui sortent du lycée, par exemple, mais aussi peut-être des reconversions, des gens qui cherchent vraiment un peu plus âgés, qui cherchent du travail. Côté CCI, est-ce que c'est un événement chaque année? Oui, tout à fait. Il est important, comme je disais, c'est que pour qu'on soit présent sur ce type d'événement, parce qu'on est aussi partenaire, mais on a 2 volets qui sont très importants, qui nous tiennent à cœur à la Chambre de commerce. Ça fait partie de nos missions régaliennes, c'est l'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais aussi toute la partie volet formation, où là, c'est une belle opportunité pour nous d'être
d'être au contact des jeunes et d'écouter, d'entendre, de les orienter, parce qu'on a quand même une belle offre de formation sur l'île au travers de nos centres. Donc c'est vraiment un événement crucial, comme on le dit chez nous. Et justement, quel type de... Parce qu'il y a aussi des centres de formation via la CCI. Qu'est-ce que vous proposez, vous, par exemple? Là, s'il y a des jeunes qui nous regardent peut-être, qu'est-ce que vous proposez pour eux? Alors aujourd'hui, on offre des formations du CAP jusqu'au master sur plusieurs secteurs. On a notamment la partie vente, on a la partie, tout ce qui touche à la partie tertiaire, marketing, management, finance, toute la partie merchandising, tout ce qui touche la partie aussi préparation top management pour les personnes qui sont déjà en poste, qui ne sont pas forcément, qui sont déjà en poste dans les entreprises et qui veulent évoluer, exactement. Les porteurs de projets, on les accompagne aussi pour monter en compétences au niveau du management marketing. Et on a aussi une filière technique qui est basée sur le port, qui est dans le domaine du BTP, dans la logistique, sur la partie électricité, toute la partie... Il y a un petit peu de tout. Vraiment, on parle de la restauration avec le Centaure, on couvre vraiment plusieurs secteurs sur la partie formation. On a plus de 60 offres de formation, donc c'est quand même très très large. C'est une formation en mode ou pas du tout? Pardon? Vous faites de la formation en mode? Non, parce que je vois que vous êtes très bien habillé depuis le début. Merci, c'est très gentil. Parce que vous fournissez aussi les costards. Laurent, CCI, GBH, c'est des gros partenaires là, du salon? Oui, j'ai envie de dire c'est même incontournable. Alors le groupe Bernard Ayotte, par définition, c'est aujourd'hui on demande de lister les secteurs d'activité. Bien sûr, on connaît l'automobile, on connaît les camions avec cette entreprise Baby Trucks, les métiers de bouche, la grande distribution. On réunit quasiment un parterre, je dirais, de 100, 200, 300 offres et autant de métiers. Donc c'est vraiment le partenaire, le groupe Bernard Ayotte, c'est l'implantation ici à l'île de la Réunion, c'est de l'emploi, c'est de la formation. Certains se forment et sont en alternance dans les structures et dans les entreprises du groupe Bernard Ayotte. Quant à la CCI, ce qu'on sait peu aussi, c'est vrai qu'ils sont là en tant que promoteurs de formation. Mais moi j'ai une entreprise, par exemple, voilà, j'ai besoin de jeunes, je me rapproche de la CCI en disant, voilà, j'ai une entreprise, j'ai besoin de bras, il faut m'aider, je cherche des jeunes pour travailler dans ma boulangerie. Clairement, ils ont le vivier, puisqu'ils ont, eux, cette possibilité de nous mettre en place des jeunes je dirais, à disposition et évoluant dans les compétences, validant des titres, validant des CAP. Donc, je vais vous dire, à eux deux, là, on a, je dirais, la crème de la crème, l'élite de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat aussi. Et je crois que concernant GBH, groupe Bernard Ayotte, j'ai vu ce matin, vous recrutez, il y a 130 postes à pourvoir, c'est ça? Exactement, 130 postes. Et effectivement, nous sommes aussi en lien avec la CCI pour l'insertion des jeunes, puisque nous avons un partenariat depuis de nombreuses années avec le GC notamment, entre autres partenariats. Et nous essayons effectivement d'insérer les jeunes ou de les former. Et on a beaucoup de programmes au sein de GBH pour former nos jeunes. Combien d'exposants sur le salon, Laurent? 102. 102. Quand on est autant d'exposants, même si bon, voilà, il y a le nom qui fait, mais est-ce qu'on essaie quand même de trouver un moyen d'attirer justement peut-être les jeunes, en tout cas de trouver une façon de leur parler? Est-ce que ça vous travaillez en tout cas en amont avant le salon? Bien sûr. Aujourd'hui, tout passe par les réseaux. Donc effectivement, la première chose que j'ai faite ce matin, c'est poser sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel. Et puis après aussi les autres types de canaux de communication, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram. Voilà. Effectivement, on a développé aujourd'hui dans nos entreprises des canaux différents de communication vers les jeunes. Indispensable. La cible, elle est sur justement ces réseaux, sur l'outil, à savoir le portable. Effectivement, c'est incontournable, on ne peut pas passer à côté de ça. Le 4x3, c'est plus pour nous, les anciens, au volant de la voiture. Les réseaux sociaux, les portails, un réseau pro comme LinkedIn, bien sûr, indispensable aujourd'hui. Et le rendez-vous se fait de lui-même sur le salon, avec un micro suffirait pour demander comment vous êtes au courant qu'il y a eu les réseaux. Et justement, là, depuis l'ouverture ce matin, toi, tu étais sur place toute la journée. Dans le public qui était là aujourd'hui, est-ce que c'était plutôt des jeunes, justement, ou peut-être un peu plus âgés qui cherchent un travail, une reconversion? Alors, c'est vrai que je m'attendais... L'habitude fait que je m'attendais vraiment à un public, allez, on va dire entre 20, 22, 23, 24. Clairement, on ressent 30 ans et plus. Reconversion, personnes qui arrivent à La Réunion et qui se disent, ben voilà, j'ai toujours pas trouvé. Les exemples ne manquent pas. Il y a aussi des personnes qui ont un emploi,
J'ai discuté avec une jeune fille, elle fait que 14 heures actuellement par semaine. Elle se dit, bah, il y a peut-être mieux, je vais aller voir ce qui se fait sur le salon et qui sait, une proposition me fera quitter ce que j'ai actuellement pour un peu plus, bah, on peut comprendre, d'aisance, salaire, peut-être même un travail qui lui correspond mieux. Voilà, les exemples ne manquent pas. Chez les jeunes, clairement, on est sur un projet bien établi. Ils ont 20 ans, bac plus 2. Allez hop, qu'est-ce qui se présente aujourd'hui à moi, avec aussi peut-être une appointance vers un secteur professionnel. Alors je tiens à préciser que les photos et les vidéos on voit depuis tout à l'heure, c'est signé Laurent Brou, retenez bien ce nom. Il cherche une formation en photographie et audiovisuel. Si vous pouvez l'aider, peut-être la CCI, GBH, je ne sais pas trop le secteur, mais voilà, en tout cas, vous pouvez même faire un don pour l'aider. Envoyer le talk. Un téléphone peut-être plus bien, mais tu as raison. Pour terminer tous ensemble, du coup là, ça dure jusqu'à demain. Comment on peut venir vous rencontrer? Moi, je suis jeune qui cherche un emploi. Qu'est-ce que vous me proposez, par exemple, chez GBH? Alors, chez GBH, donc, je disais tout à l'heure, on est beaucoup d'entreprises, donc multi-activités. Alors que ce soit dans la distribution alimentaire ou non alimentaire, ou dans l'automobile, et plein de secteurs connexes, en fait. Ça va être la vente de pièces de rechange, la vente de pneumatiques, mais on a aussi une industrie. Alors, c'est une petite structure, c'est Sorel et Danone. Donc voilà, il y a une multiplicité, en fait, de métiers et nous de postes donc à pourvoir. Donc il suffit que la personne en fait vienne sur notre stand, nous rencontre. Alors bien sûr qu'on s'est digitalisé aujourd'hui, donc on scanne un code barre et on va déposer directement sa candidature. Donc on aura le CV de chaque personne dans notre base. Bien sûr aujourd'hui il s'agit de discuter du profil, des compétences de la personne et qu'est-ce qu'on propose par rapport à ses compétences et son expérience. Mais demain, ce sera de réétudier toutes ces candidatures qu'on aura reçues et de les réinviter en entretien. Bien sûr, beaucoup plus long et on pourra échanger. Intéressant aussi, n'oublions pas que le groupe Bernard Ayotte, ce n'est pas qu'à La Réunion. Un jeune, une personne qui travaille au sein de ce groupe, si le besoin, l'envie, la motivation et la possibilité en interne est possible, d'aller travailler pour ce même groupe ailleurs. Surtout alors, c'est où exactement? Alors, sauf erreur, bien sûr, la Guadeloupe. On a Domien, donc d'abord, c'est bien sûr les DOM. Et on est présent sur tous les DOM. Et aujourd'hui, on se développe dans l'océan Indien, notamment. Ça peut être Maurice, Madagascar ou Mayotte, mais aussi l'Afrique. Donc, demain, si chaque collaborateur veut évoluer, veut changer de territoire, on a la possibilité. Parce que la mobilité fait partie aussi aujourd'hui, on le sait, on en entend souvent parler, de trouver, non seulement de trouver un emploi, mais de bouger à travers son emploi. Très bien, on va continuer tous ensemble. Merci encore. Vous allez rester un petit moment encore sur le plateau. On va continuer avec Laurent. On va faire un petit traverse la rue ensemble, mais cette fois, on va parler du salon. On continue. Donc là, pendant 2 jours, c'est le festival de l'emploi. Est-ce que tu peux nous dire là sur le salon, même en termes de préparation, je disais, c'est un gros événement. Comment toi et d'autres, mais en tout cas surtout toi, tu arrives à organiser tout ça, à organiser ces 102 partenaires de l'événement? En fait, le besoin se crée presque naturellement. Les organismes de formation, les sociétés, toutes celles qui sont actuellement là, et d'autres qui ne sont pas venues et qui ont le même besoin et qui viendront les fois prochaines, ont un vrai besoin de rencontre avec le public. La grande hypocrisie d'un demandeur d'emploi qui dit « je ne comprends pas, j'ai déposé un CV, on ne m'a pas répondu ». Il y a une façon, je dirais, d'aller vers l'emploi. Et puis de l'employeur qui dit « je ne comprends pas, j'ai déposé des annonces et on ne m'a jamais envoyé le moindre CV ». Dans l'idée, on s'est dit si on les réunissait tous ces deux-là, c'est un petit peu comme un message d'amour, un speed dating, à savoir il y a lui qui offre, il y a lui qui cherche, on les met ensemble. Aujourd'hui, quelle que soit la structure que je contacte, organisme de formation, société qui recrute, clairement, le salon de l'emploi, on n'a même plus à le présenter. Après, pour celles qui ne sont pas encore dans cette mouvance, qui se disent est-ce que ça va être une vitrine pour moi? Est-ce que clairement, le nombre de visiteurs vont me découvrir? J'arrive à La Réunion. Il y a un groupe qui arrive là, dans le domaine de la restauration, des métiers de bouche. Il va se faire connaître de cette façon. Mais bien sûr, comme il dit, comme j'arrive ici, je vais recruter. Donc clairement, la prospection n'est pas une réelle difficulté. C'est plutôt le timing. On a des sociétés qui ont leur activité, ne l'oublions pas, elles ont la tête dans le guidon. Il y a des centres de formation qui ont dit, écoute, je serai bienvenu, mais j'ai une porte ouverte, j'ai des informations collectives qui tombent sur cette période-là. On ne peut pas être au timing de chacun, on détermine une date en se disant que ce sera la meilleure pour tout le monde, et à partir de là, on lance l'idée. Vous confirmez ça, par exemple, est-ce que vous, la rencontre physique,
est très importante dans le choix de l'étudiant pour une formation, en tant que recruteur, parce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'avec les visios, on pourrait faire tout à distance, même on peut juste voir le CV, l'aide de motivation, vidéo de présentation par exemple, mais le physique, ça reste important en termes de recrutement. Tout à fait. Au niveau de la Chambre de commerce, on se rend compte que quand on participe à ce genre de manifestation, cela nous permet justement parfois de donner plus de lumière aux jeunes sur des métiers parfois où par appétence ou par loisir qu'ils pratiquent et qu'ils ont une certaine... ils ont des a priori. Et c'est en discutant avec nous, avec des experts parfois, des chefs d'entreprise, qu'ils arrivent à mieux cerner le métier, les difficultés du métier surtout, et de voir et se dire non, tout compte fait, on ne va pas s'orienter vers cela. Et nous sommes là ici justement en fonction de leurs points forts, leurs faiblesses, et les orienter vers d'autres types de formations qui pourraient mieux les convenir. Et c'est du face à face, c'est mieux en faisant comme ça pour pouvoir faire tester aussi des machines. Par exemple, à la Chambre de commerce, nous avons sur toute la partie technique des simulations, nous avons des casques virtuels avec lesquels les jeunes peuvent justement tester. Et ça, c'est vrai qu'à distance, c'est pas possible. Et tout de suite, on va cerner si le jeune, il va s'orienter sur quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, alors qu'il est venu à la base pour un objectif. Et l'objectif pour nous, c'est l'insérer et c'est l'accompagner dans son choix. Et ça, c'est très important. Je rajouterai juste un petit point sur la Chambre de commerce, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes numéro 2 après l'éducation nationale sur la formation. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment une expertise qui témoigne aussi notre savoir-faire sur la partie formation, notre partie d'innovation. Et pour cela, pour rejoindre ce que vous venez de dire, c'est que nous avons mis en place justement tout un protocole justement pour mieux fidéliser nos jeunes chez nous, parce qu'on a une génération aujourd'hui qui est, on va dire, entre guillemets, moins fidèle. Oui, très volatile. Facilement changer d'un domaine à un autre, effectivement. Donc nous, aujourd'hui, on essaie de mieux les accompagner, mais aussi on va les rencontrer dans les quartiers. Au niveau de la Chambre de commerce, on a un petit bus CCI Proxy qui nous permet de partir dans les quartiers. On sillonne un peu l'île, on va dans les Hauts, on va promouvoir un petit peu nos offres de formation, mais aussi toute la partie entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose que les autres centres de formation ne proposent pas, parce qu'il y a quand même derrière la partie offre de formation toute la puissance de l'entrepreneuriat qu'il y a, le réseau de la Chambre de commerce qui est mondial. Il faut le souligner. Un dernier mot, Laurent, pour terminer. Dans les centres de formation qui sont présents, un grand nombre de centres proposent aussi du partenariat. Comme ils sont partenaires avec des entreprises, j'ai envie de dire, ça vient un petit peu cumuler l'offre d'emploi. On en a rencontré quelques-unes. D'ailleurs, je crois même que toi, tu en as rencontré un il n'y a pas très longtemps. En effet, c'est vrai qu'en pleine période là, de salon Bonjour, de l'emploi... Bruno. Bonjour, mais je suis non, parce que j'étais captivée, je vous écoute. Et j'ai été sur le salon ce matin avec Laurent. Et c'est vrai que pour les demandeurs d'emploi, c'est vraiment, et pour les partenaires, c'est vraiment une opportunité. J'ai une amie qui est venue exprès, vraiment. Et du coup, parmi ces 102 exposants, il y a plusieurs centres de formation, dont un que j'ai rencontré. Donc, c'était mon bon plan de la semaine. Et ce centre de formation est toujours à la pointe de l'innovation. Je vous laisse regarder ça. Cela fait plus de 20 ans que IFR Réunion est à vos côtés pour procurer le meilleur de la formation. IFR Réunion, c'est plus de 20 000 apprenants déjà formés. Et vous, qu'attendez-vous? Pour un tremplin vers votre avenir, c'est chez IFR Réunion que ça se passe. Venez, je vous montre tout ça. Bonjour Laetitia. Bonjour Bruna. Tu es donc la présidente chez IFR. Tout à fait. Dis-moi tout. Pourquoi venir chez IFR Réunion? Depuis 20 ans, chez IFR, nous portons les valeurs qui sont la solidarité, l'innovation et la performance, mais aussi de monter des formations complètement innovantes qui répondent aux besoins de compétences des entreprises réunionnaises. Et du coup, quelles sont les compétences requises pour pouvoir accéder à IFR Réunion? La principale, c'est la motivation. Les gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont très très motivés, peuvent arriver à faire ce qu'ils veulent dans la vie. Donc nous, on peut leur donner toutes les clés pour qu'ils arrivent à trouver un débouché professionnel et une vraie carrière à terme. Et du coup, ici, nous sommes sur le site de Sainte-Marie. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut vous retrouver également? Alors, nous sommes sur Sainte-Marie, Le Port, Saint-Leu. On va aller voir Sophie, qui va m'expliquer le nouveau titre. Qui va t'expliquer effectivement comment elle a créé ce titre et pourquoi on l'a créé. Bon, c'est parti. Bonjour Sophie. Bonjour Bruna. Vous êtes donc la directrice de recherche et développement chez IFR. C'est bien ça. Dites-moi, je sais que IFR est au point toujours de l'innovation.
Est-ce que vous pouvez me parler de vos projets actuels? Alors actuellement, on travaille sur un beau projet qui est un titre à visée professionnelle. C'est le titre d'assistant coordonnateur des services à domicile. Donc vous avez vu qu'il y avait un besoin, qu'à La Réunion il y avait un besoin. Vous avez créé ce titre, vous êtes les premiers à avoir créé ce titre, c'est bien ça? Alors en fait, plus que ça, c'est au niveau national. Le besoin est national, pas que réunionnais. Donc c'est exceptionnel, oui, il n'y a que chez IFR qu'on peut retrouver ce titre. Exactement, et surtout grâce à notre entreprise partenaire qui forme actuellement tout un groupe, tous ces assistants techniques, qui est la Scopad. Je vais aller les voir, ils vont pouvoir peut-être m'en dire un petit peu plus sur ce titre. Avec grand plaisir. Monsieur Grandin. Bonjour, Bruna. Vous êtes donc le directeur général de la Scopad. C'est ça. Dites-moi, pourquoi avoir accepté cette promotion en collaboration avec l'IFR? Je vais rebondir sur votre mot promotion. Avec l'IFR, ce qu'on avait décidé, c'est de créer la première promotion dans mes personnels pour les amener vers les compétences. Et la deuxième connotation de promotion, c'est vraiment la montée en compétences et amener tout ce personnel qui aujourd'hui n'est pas titré vers un titre. Et leur permettre demain matin de structurer encore mieux la filière. Il y a vraiment un manque à La Réunion, il y a un besoin, c'est bien ça dans cette filière? Il y a du travail dans la filière, ça c'est certain. Les personnes âgées, les personnes dépendantes, les personnes malades, il y en a. Par contre, là où nous pêchons, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre, et notamment de la main-d'œuvre qualifiée. Faire perdurer le plus longtemps possible le bon maintien à domicile. Eh ben, je vous remercie infiniment. Bonjour Bruna, bienvenue. Moi c'est Anaëlle. Donc aujourd'hui nous sommes mardi, donc c'est la journée de formation de nos assistants coordonnateurs services à domicile. Je te propose de faire la connaissance de Julien, donc qui fait partie de la Scopad et qui suit actuellement cette formation. Bonjour Julien. Bonjour. Tu suis actuellement chez IFR la formation de assistant coordonnateur des services à domicile. C'est bien ça. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Bien sûr. Alors je me présente donc Julien, je suis assistant technique dans le secteur S à la Scopad. Donc l'avantage de cette formation donc, qui va être sur une durée de 3 mois, donc 2 fois par semaine, ça va être bien sûr d'évoluer en poste. Donc là je passe d'assistant technique à assistant coordonnateur. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus cette formation, elle consiste en quoi? Alors cette formation, bien précisément, elle va nous apporter plus d'éléments, étudier donc toute la partie juridique du gouvernement. Donc d'intérêt. Je te remercie beaucoup en tout cas. Merci à vous. Comme vous l'avez compris, soyez acteur de votre réussite grâce à IFR Réunion. Quant à moi, je vous dis à très vite. Eh bien, Bruna qui se met à la formation maintenant. Ça y est, la concurrence. Tu vas nous quitter? Tout à fait. Non, mais c'est vraiment très porteur et comme on le disait, il y a un vrai besoin dans ce milieu-là. Donc, IFR a senti, a flairé qu'il y avait besoin de créer un nouveau titre. De répondre, oui. Très bien. C'est ainsi qu'on va conclure cette partie, en tout cas sur le salon de l'emploi. Mais comme on a de la chance aujourd'hui, Bruna elle nous fait plusieurs bons plans. Donc tout de suite, on envoie le jingle des bons plans de Bruna. Et cette fois, on va se former... Je reprends. Et du coup, on va se former, mais cette fois dans le milieu de la glace, Bruna, avec une grande marque là, qui s'installe, enfin en tout cas qui ouvre une nouvelle boutique sur l'île. Tout à fait, c'est Häagen-Dazs, donc le fameux, on le connaît tous, cette fameuse glace d'exception, donc qui ouvre sa première boutique à La Réunion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà plus de 800 boutiques à travers le monde et que c'est la première qui ouvre à La Réunion, proche du carré cathédrale. Donc je suis bien évidemment allée goûter tout ça et je vous montre. Ce bon plan du jour va ravir tous les gourmands petits et grands. En effet, Häagen-Dazs, célèbre fabricant de crème glacée d'exception, ouvre ici à La Réunion sa première boutique en plein cœur de Saint-Denis. N'est-ce pas un délicieux bon plan? Venez, je vous montre tout ça. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Bruna. On se retrouve ici donc en plein cœur de Saint-Denis dans la nouvelle boutique Häagen-Dazs. Dis-moi, pourquoi avoir décidé d'ouvrir cette boutique ici à La Réunion? C'est la première à La Réunion. Parce qu'on répond à une demande des clients. En fait, ça fait plus de 3 ans qu'on distribue la marque dans la grande distribution et dans les petits points de vente. Et de plus en plus de gens nous demandaient pourquoi on n'ouvrait pas de boutique. Donc nous avons déjà des boutiques à l'île Maurice. Et nous attaquons la première de La Réunion à Saint-Denis, carré cathédrale. C'est une suite logique en fait, et la demande est vraiment pressante. Je pense que ça va ravir beaucoup de gourmands. Et dis-moi, j'ai entendu que pour créer la glace à la fraise Häagen-Dazs, il a fallu 6 ans. Est-ce qu'on peut dire du coup que chez Häagen-Dazs, l'excellence est mot d'ordre? C'est le mot d'ordre, c'est une glace premium, super premium. Le créateur de la marque, Robin Mathus, a toujours voulu être dans l'excellence. Donc en 1961, la première boutique a vu le jour à Brooklyn.
Et depuis, la marque n'a pas cessé de se développer, toujours en visant l'excellence. Et je tiens à préciser que cette excellence aujourd'hui est maintenue grâce à une personne qui s'appelle Mathieu Vienne, un Réunionnais, qui est à l'initiative de toutes les recettes de crème glacée Häagen-Dazs que vous pourrez manger en France, en Europe, à La Réunion. Il est aussi à l'initiative du partenariat avec Pierre Hermé, avec qui nous avons créé 3 crèmes glacées, macaron yuzu, double ganache chocolat et macaron fraise framboise. qu'on va pouvoir retrouver directement en boutique. Que vous retrouverez en boutique et grâce à un Réunionnais. Donc là, tu es en train de dire que réellement, les parfums de glace ont été créés par un Réunionnais. Les recettes sont élaborées par un Réunionnais, suivies par un Réunionnais. Mathieu est le garant de la qualité des produits, de l'origine des produits. Il fait le tour du monde pour s'assurer que tout soit conforme au cahier des charges Häagen-Dazs. Et à la moindre faille, on ne transige pas, on arrête. Bon, bah ça, c'est un super bon plan. Je te remercie et je vais continuer ma dégustation. Ce fut excellent, chaque parfum meilleur les uns que les autres, je n'ai su choisir. Et vous, quel sera votre parfum préféré? Pour une pause gourmande, n'attendez plus une seule seconde, chez Häagen-Dazs à Saint-Denis que ça se passe. Quant à moi, je vous dis à très vite. En tout cas, ça donne envie. C'était bon, au moins, les glaces? C'était vraiment excellent. Glace, gaufre, milkshake. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les recettes sont vraiment élaborées par un Réunionnais. Donc, c'est quand même une marque française, entre guillemets, enfin internationale, mais les recettes sont créées par un Réunionnais. Donc, c'est vraiment un petit retour au pays et je trouve ça plutôt cool. Eh ben super, vous mangez beaucoup de glace, vous aimez ça? Oui, confirme. Bon, en plus, en ce gourmands, moment, il y en a les gourmands. Ouais. En plus en ce moment là, comme il fait bien chaud là, ça fait du bien. Bah, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été sur le plateau. Le groupe GBH d'un côté, la SSI de l'autre. On vous retrouve en tout cas au salon de la formation jusqu'à demain. Allez-y si vous êtes étudiant, que vous cherchez un emploi ou une reconversion, n'hésitez pas à aller vous frayer un chemin dans les allées du salon. Il y aura Laurent, Mel Gibson qui sera là en personne pour vous accueillir, vous montrer un peu les rouages de l'emploi, de la formation. Faire des photos même, si tu veux. Allez faire des photos avec lui, hashtag LoloPI. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Je remercie bien sûr toute l'équipe, la régie qui est derrière. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Click à nous Télécréole. Suivez-nous encore sur les réseaux sociaux, sur YouTube pour les replays, Facebook, Instagram, TikTok. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à réagir surtout. Donc continuez dans la joie et la bonne humeur en tout cas. On vous dit à la semaine prochaine et moi je vous dis salut la Réunion. Ciao.